Avant de voir cet épisode de cette formidable émission de philosophie sur le French YouTube, je te conseille de regarder celui sur le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité, parmi les hommes de Jean-Jacques Rousseau. Enfin après t'es pas obligé, hein, tu fais ce que tu veux. Bonjour et bienvenue dans Des Dictos. Dans l'épisode 5, nous avons traité du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes de Jean-Jacques Rousseau. Passons maintenant à Du contrat social, dans lequel le même Rousseau tente de poser les bases d'un État garantissant la souveraineté du peuple et en même temps la liberté humaine. Le but du contrat social est de parvenir à trouver un régime politique qui assure la liberté des individus. Liberté qui a été pervertie par la manière dont la société et l'État se sont construits au fur et à mesure du temps. Mais avant de réussir à trouver ce régime, il faut penser la manière dont la société et l'État se sont construits justement. Comment le lien social et politique a été forgé et quel en est son principal fondement. C'est là que l'on va comprendre que Rousseau s'inscrit dans une pensée politique qui se distingue considérablement de la manière de penser la société et l'État depuis l'Antiquité. Cette pensée politique, ce courant de pensée, s'appelle le contractualisme. Le contractualisme pense que la société a été fondée à partir d'un contrat passé entre les individus afin de s'unir autour de règles politiques bien définies. Si on aura l'occasion de revenir prochainement et plus globalement sur le contractualisme, notons déjà que le contractualisme s'oppose à l'idée ancienne que la société est une donnée naturellement humaine, qu'il est dans la nature des hommes de faire société, que ce sont des êtres naturellement sociables. Dans son ouvrage Les Politiques, Aristote écrit que l'homme est un animal politique, en grec, un zoon politikon. Cela signifie bien que pour Aristote, l'homme est par nature un être social et politique. Pour Rousseau et les contractualistes, la société naît d'une convention, d'une construction, d'un pacte volontaire entre les hommes. On l'a bien vu dans l'épisode sur le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, dans l'état de nature, les hommes vivent séparés et ne sont ni naturellement sociables ni sociabilisés. Mais pourquoi donc la société n'aurait aucun fondement naturel ? On pourrait penser que la société est comme une famille avec des enfants dirigés par des parents. Or, comme le montre Rousseau, si d'abord les enfants restent avec leurs parents, c'est pour être nourris, éduqués, logés, bref, pour survivre. Mais s'ils gardent des liens avec eux une fois adultes, et à l'abri du besoin, c'est bien par convention, par une volonté propre et libre. Ensuite, Rousseau contredit Aristote, qui considère qu'il existe naturellement des esclaves distincts des hommes libres. En croyant cela, Aristote, dit Rousseau, a pris l'effet pour la cause. Il a inversé le schéma historique qui a produit les esclaves. Ce n'est pas la nature qui a fait les esclaves, mais les hommes eux-mêmes. Et croire que certains hommes naissent naturellement esclaves, c'est comme croire que certains naissent naturellement philosophes, ou d'autres chroniqueurs radio. Raphaël Antoven, bonjour. Enfin, Rousseau finit par rejeter une troisième manière de penser la société selon un fondement naturel, et qui serait celui de la loi du plus fort. Dans la nature, il y a des forts et des faibles. Et donc, dans la société, cela fonctionnerait de la même manière. Or, Rousseau écrit de sa plus belle plume « Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. » La force peut toujours disparaître, et l'obéissance avec. La force n'a donc aucune légitimité. L'autorité doit donc être acceptée par ceux qui y sont soumis. C'est aussi pourquoi l'esclavage ne peut être reconnu. On ne peut librement se vendre à un autre. C'est contradictoire. Se faire esclave, ce serait nier sa nature humaine. Il faut donc penser la première convention légitime qui fait qu'un peuple est un peuple, qu'un peuple fait société pour le dire autrement. Une société n'est pas un agrégat d'individus séparés, mais bien une association volontaire en vue de vivre en commun. Si la sociabilisation n'est pas naturelle à l'homme, il faut bien quelque chose qui les rapproche à un moment ou un autre. Et ce moment est celui d'une adversité de plus en plus grande. Toujours plus d'obstacles font que chaque être humain a de plus en plus de mal à survivre. Il faut que le genre humain, écrit Rousseau, change sa manière d'être. Or, poursuit-il, les hommes ne peuvent engendrer de nouvelles forces. Ils doivent alors s'unir. Mais comment s'unir? C'est bien là tout le problème que Rousseau résume en une phrase bien célèbre.
Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Bref, le contrat social est la solution à ce problème. Reste à savoir comment il se réalise. Rousseau écrit donc « Chacun de nous met en commun sa personne et sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale. Et nous recevons encore chaque membre comme partie indivisible du tout. » Mais comment comprendre cela? Il faut imaginer que chacun s'unit avec un autre, et que le tout ainsi formé devienne un peuple uni par le contrat. Ce peuple, union de tous, parle d'une seule et même voix. L'association de tous protège et défend les biens de chacun. Ça, on le comprend. Mais qu'est-ce que Rousseau veut dire quand il dit que le contrat permet aux individus d'être aussi libres qu'auparavant, tout en obéissant qu'à eux-mêmes? Comprendre cela, c'est comprendre la spécificité et le génie du contrat rousseauiste. En effet, lorsque le contrat se réalise, chacun perd et abandonne sa liberté naturelle pour acquérir une liberté civile produite par le contrat. Chacun devient à la fois souverain et sujet. Chacun devient souverain car chacun fait partie de la volonté générale qui va produire les lois, à laquelle tous devront obéir en tant que sujet. L'individu est donc à la fois souverain et citoyen qui produit les lois valant pour tous, et ce membre du tout qui obéit aux lois. Chacun obéit à la notion de bien commun que le contrat social a mis en jeu. La volonté générale n'est donc pas l'addition de volontés particulières et différentes, mais bien la volonté de vivre ensemble en vue du bien de tous. Chacun reste libre et n'obéit qu'à lui-même, car la volonté générale, comprise comme la volonté issue du pacte social, produit les lois qui valent pour tous. Rousseau écrit « L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté ». En effet, lorsque je me discipline pour ne pas être dépendant d'émotions ou de choses irraisonnées, je me crée les conditions de ma liberté. Je choisis les règles qui me définissent. Or, pour la volonté générale, comprise comme l'union de tous, c'est la même chose. Rousseau conceptualise, autrement dit, la souveraineté absolue du peuple. Celui qui n'obéit pas aux lois se rejette lui-même hors du contrat, hors de la volonté générale. C'est ainsi que Rousseau écrit cette phrase célèbre et qui a fait couler beaucoup d'encre. Afin donc que le pacte social ne soit pas un vain formulaire, il renferme tacitement cet engagement qui seul peut donner la force aux autres. Que quiconque refusera d'obéir à la volonté générale, y sera contraint par tout le corps. Ce qui ne signifie autre chose, sinon qu'on le forcera à être libre. Cela ressemble quand même à un gros paradoxe. Comment peut-on forcer à être libre? Mais cela n'est pas si paradoxal si on a bien compris qu'être libre, c'est obéir à ses propres lois. Mais Rousseau est quand même connu pour être souvent pris en flagrant délit de paradoxe, et cela fait un peu son charme. Avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a les grandes bases du contrat social chez Rousseau. Mais cela ne représente que la première partie de l'ouvrage sur les 4 qui le composent. Nous n'avons donc vu à peine qu'un quart de l'ouvrage et nous n'avons pas répondu à toutes les questions qu'il pouvait soulever. Notons toutefois quelques points essentiels. Comment fonctionne l'instauration de la loi, par exemple? Rousseau précise que dans l'état civil légitime, tous les droits fonctionnent par la loi instituée par la volonté générale. Tout gouvernement, dit-il, guidé par la volonté générale, est républicain. C'est-à-dire, pour le dire vite, en vue du bien commun. Or, si le peuple compris comme l'union des citoyens et formant la volonté générale souveraine veut le bien commun, il ne sait pas comment on y parvient. Le peuple doit donc être guidé par ce que Rousseau appelle un législateur. Une figure qui n'a aucun pouvoir mais qui conseille et oriente le peuple afin qu'il sache ce qui est bon pour lui et puisse bien orienter ses lois. Le législateur est une figure encore une fois paradoxale qui doit pouvoir guider le peuple sans l'obliger, auquel cas le peuple n'est plus le véritable souverain. Rousseau écrit qu'il est une autorité presque divine, presque inhumaine donc, puisque objectif et sans passion. Une fois cela établi, il faut penser la manière dont le peuple se dirige, et pour cela Rousseau distingue le souverain et le gouvernement. Le souverain, c'est donc la volonté générale qui a une fonction législative. Le gouvernement, lui, a une fonction purement exécutive. Il met en place les lois décidées par le peuple. La souveraineté du peuple est donc complètement inaliénable. Elle ne peut être donnée à quiconque ni à quelque représentant. Rousseau se serait clairement opposé à toute démocratie représentative telle qu'on la connaît aujourd'hui. Rousseau est donc un partisan absolu d'une souveraineté directe.
Toutefois, il pense qu'il faut une instance pour mettre en place les lois et les faire appliquer. Et c'est cette instance qu'il appelle le gouvernement. Rousseau compare la volonté générale à la volonté d'un corps, et le gouvernement à la force qui met en œuvre la volonté de ce corps. En résumé, le gouvernement est le subordonné de la souveraineté. Rousseau distingue ensuite plusieurs types de gouvernement, et pense que chacun est adapté à des situations géographiques différentes. La démocratie, où chacun est à la fois membre du souverain et de la volonté générale, convient aux petits États. L'aristocratie, où quelques-uns sont membres du gouvernement, convient aux moyens États. La monarchie, dans laquelle un seul est membre du gouvernement, convient aux plus grands États. Dans tous les cas, le gouvernement ne doit pas usurper la volonté générale à son propre profit. Il faut donc qu'il y ait des assemblées régulières du peuple afin de continuer à produire des lois et à assurer la pérennité du contrat social. On arrive donc à un problème fondamental. Comment faire en sorte que les individus continuent toujours d'œuvrer en vue de la volonté générale et du bien commun? Comment peuvent-ils toujours faire société en vue du bien de tous et de chacun? Rousseau évoque l'idée à la fin de son livre d'une religion civile. D'une religion avec ses propres dogmes qui permettrait aux hommes de continuer à s'unir au fur et à mesure du temps. Le but de cette religion civile est de donner un caractère sacré aux lois et à la volonté générale. Contrat social, volonté générale, peuple, souverain, sujet. Voilà tiré à grands traits le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Un ouvrage qui aura une grande influence chez les acteurs de la Révolution française et qui définit encore aujourd'hui les contours du républicanisme à la française, le côté représentatif en moins.